Un autre mois qui se termine et c'est le temps du quoi de neuf du mois de mars. Mais avant de débuter, je tiens à vous mentionner qu'au courant des prochaines semaines, je vais faire des tests parce que je suis en train de réorganiser mon espace studio de manière à accommoder une belle acquisition ludique, une grosse acquisition ludique que j'ai très hâte de vous présenter, mais je vais passer probablement une vidéo pour vous en parler parce que c'est massif. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le quoi de neuf du mois de mars 2023. Alors le quoi de neuf est un segment où on passe en revue les différents jeux qu'on a joués et on vous donne des avis comme ça en rafale. Alors je commence toujours avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors au courant du mois de mars, j'ai joué à 36 parties de 28 jeux différents, donc quand même beaucoup de jeux différents et là-dedans il y en a 15 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc je vais m'y mettre tout de suite pour vous parler de ces différentes expériences ludiques-là. Mais encore une fois, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez des jeux, votre retour ludique, s'il y a des jeux que je parle, que vous avez aimés, que vous aimeriez avoir une présentation aussi. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Alors, je commence avec un jeu que j'avais très hâte d'essayer, qui s'appelle Starship Captain. Starship Captain est un jeu qui a pas trop de l'air de se prendre au sérieux. Donc, on a un visuel un peu science-fiction, un peu Star Trek, mais très cartoon. Et le jeu va tourner autour de la gestion de notre équipage de manière à compléter différentes missions. Donc c'est un jeu qui est relativement léger, donc je pense que les gens, je savais à quoi m'attendre parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendaient avec impatience, beaucoup de monde qui ont dit « Ah ben, c'est peut-être un peu trop léger, un peu trop court pour mes goûts. Moi, ça me dérange pas, des jeux légers, ça veut juste dire pour moi des jeux qui vont être faciles à sortir sur la table. » J'ai bien aimé mon expérience de Starship Captain. J'ai trouvé que effectivement le jeu manquait un petit peu de longueur, j'aurais aimé ça pouvoir continuer, j'avais un bon moteur qui marchait bien, je trouvais ça le fun, mais c'est un petit jeu qui est accessible et qui offre plusieurs éléments très intéressants. Donc, j'ai joué seulement une partie, j'ai hâte d'y rejouer, mais j'ai quand même bien apprécié mon expérience. Je continue avec un jeu qui s'appelle Magna Roma. Alors, Magna Roma est un projet Kickstarter qui est arrivé en boutique également et le jeu offre une version de luxe. Bon, bien entendu, c'est un jeu de création de ville, de placement de tuiles. Je me devais de l'avoir de luxe. Donc, c'est certain que ça n'a pas la prestance non plus de Foundations of Rome, mais encore une fois, quel jeu peut prétendre d'être à la hauteur de Foundations, du moins au niveau du matériel. Alors, Magna Roma est un jeu justement de placement de tuiles où on va construire notre petite grille, on va placer des tuiles de manière à pouvoir faire des agencements, essayer de construire des monuments. Donc, je pense que c'est un jeu qui passe bien. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. C'est pas un jeu révolutionnaire, c'est pas un jeu qui est à tout casser. C'est un jeu que moi, je sais que j'aime les petits puzzles comme ça, donc un puzzle de placement, essayer d'organiser les choses du mieux qu'on peut. Ça tombe dans mes cordes, mais c'est certain que c'est pas un jeu qui a fait un gros wow. Ceci dit, ça m'a pas empêché d'aller chercher l'extension pour pouvoir l'essayer. J'ai trouvé que le jeu offrait des éléments très intéressants et encore une fois, une durée relativement raisonnable. Je continue avec Distilled. Eh bien, Distilled, je m'attendrai pas trop longtemps. J'ai déjà fait une critique sur la chaîne. C'est un jeu où on doit fermenter nos spiritueux, donc faire nos alcools. Je trouve que le thème est vraiment super et le jeu m'a surpris par son élégance et sa simplicité. Je pense que je m'attendais à un jeu plus costaud, donc le jeu paraît gros, il y a beaucoup d'éléments, mais le jeu est relativement simple. On va faire des alcools et on va faire 7 tours comme ça. On va tenter de pouvoir fermenter des alcools. Il y a un petit côté de push your luck qui est pas nécessairement destructeur, donc on n'aura peut-être pas qu'est-ce qu'on veut, mais on sera jamais mal pris, on n'aura jamais rien, on sera pas perdu dans un tour d'avoir perdu son tour au complet. Donc c'est certain que sur 7 tours comme ça pourrait faire mal, mais ça se pourrait qu'on n'ait pas exactement ce qu'on désire. Ça rajoute une petite tension intéressante au jeu. Je pense que le jeu, faut le prendre pour qu'est-ce qui est. C'est un jeu relativement assez standard. Je pense que je sais pas si sur la rejouabilité, qu'est-ce que ça va donner. J'ai une extension aussi. Chaussures, moi, de mon côté, j'ai bien aimé le thème, j'ai bien aimé l'application du thème. J'ai trouvé que le jeu fait des petites choses très intéressantes. Donc, je m'y connais pas énormément en distillation d'alcool, mais le livre de règles nous explique aussi que lorsqu'on fait une batch, donc lorsqu'on fait un baril, la première batch et la fin on va souvent s'en départir. Et lorsqu'on va brasser notre alcool, on va brasser les cartes et on va retirer la première et la dernière carte. Donc, de manière à refléter ça un peu. J'ai trouvé que les à propos du thème étaient vraiment très intéressantes et c'est un thème très beau et le jeu possède un matériel absolument incroyable, donc des beaux game trays. Ça fait en sorte que la mise en place est facile, c'est très intéressant et un jeu que j'ai bien aimé.
Je continue avec un jeu que j'avais hâte de voir qui s'appelle Astroneith. Alors, Astroneith est une version streamline, donc on dirait pas nécessairement simplifiée, mais peut-être clarifier un peu simplifié, oui, du jeu Aeon's End. Donc, ça reprend essentiellement le même concept du jeu d'Aeon's End. Un deck builder qu'on ne brasse pas les cartes, on a un gros vilain à affronter, il faut protéger, il faut se protéger, mais il faut également protéger la ville. Donc, dans le temps de Aeon's End, c'était le Gravehold. Donc, ici, on a un autre concept, et maintenant, on est dans l'espace, donc un concept beaucoup plus science-fiction. J'ai trouvé que le jeu était très intéressant parce que ça m'a redonné le goût de jouer à Aeon's End. Et le problème de Aeon's End, c'est que j'ai énormément de matériel, et ça fait en sorte que ça devient intimidant à sortir. J'ai comme pas le goût de tout sortir ça, puis de me remettre dedans. Ça faisait une éternité que j'avais pas joué à Aeon's End, et Astroneith, qui est une petite boîte, bon, bien entendu, ils peuvent faire des extensions comme ils veulent, mais le fait que ce soit justement dans une petite boîte, facile à sortir, ça m'a redonné le goût de jouer à Aeon's End, et je pense que c'est une belle façon de pouvoir apprendre à quelqu'un le jeu, parce que le jeu utilise sensiblement les mêmes concepts ludiques. Ça fait en sorte que c'est pas nécessairement Aeon's End Junior, mais c'est beaucoup plus facile d'approche. Probablement, j'ai pas essayé tous les vilains encore, les Némésis, les monstres, mais j'ai trouvé que le jeu offre une belle variété, et c'est ça qui est intéressant dans Aeon's End et Astroneith, dans le cas du jeu que je parle, c'est que les monstres vont être tout le temps différents, donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas deux concepts, deux scénarios qui vont être identiques. C'est certain que pour Astroneith, il y a des cartes qui sont fixes, donc un marché de cartes qui va être quand même des cartes différentes, donc c'est pas tout le temps les mêmes cartes qu'on va acheter. Ça fait en sorte de pouvoir faire un peu de variété, mais pas autant que Aeon's End, bien entendu. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu à 2 joueurs uniquement qui s'appelle Lofoten. Lofoten est un jeu qui est très original, je trouve. J'ai trouvé que le concept était bien. Donc, on va devoir tenter de collectionner différents trésors. Donc, c'est un concept on a des dracars et on va devoir se déplacer. Le puzzle là-dedans est très intéressant parce qu'on a 3 cartes. La twist, c'est qu'on ne peut pas réorganiser les cartes qu'on va avoir dans notre main. Parce que si on joue une carte du côté droit, eh bien, ça va faire en sorte que notre bateau va se déplacer du côté droit ou va faire des rotations du sens horaire. Si on joue une carte de l'autre côté, eh bien là, c'est le déplacement vers la gauche ou anti-horaire, et si on joue au milieu, on va pouvoir charger des marchandises. Le tout avec un système donc on a vraiment un espèce de petit puzzle. On a des cartes au milieu qu'on va pouvoir aller chercher avec notre bateau. On va déplacer notre bateau. On va faire justement les prendre et on va devoir tenter de faire des rotations pour pouvoir justement livrer les marchandises. Un jeu bien pensé, et je dirais que les premiers tours, là, je cherchais vraiment la bonne façon de faire les choses parce que je me demandais vraiment, ça fait en sorte que c'est un beau petit casse-tête. C'est un jeu à 2 joueurs. J'ai joué seulement 2 parties. J'ai bien aimé le jeu. Je pense que je vais y rejouer une belle petite boîte. Je pense que c'est un puzzle intéressant, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à la première partie que vous allez faire parce que j'avoue que la première fois que je commençais là, essayer de réfléchir avec les cartes, et on n'aura pas toujours les cartes à la bonne place qu'on veut faire, les bonnes choses, ça fait en sorte que ça rajoute vraiment beaucoup de cachet au jeu. Je continue avec un jeu qui s'appelle Wreckland Run. Alors, Wreckland Run est un jeu de la série solo de Renegade Games. Renegade Games a produit beaucoup de jeux dans cette série-là, donc que ce soit le destin de la reine, je crois. Il y a eu aussi Warp's Edge, un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'avais justement participé à la campagne de Wreckland pour pouvoir avoir l'extension de Warp's Edge. Donc, Wreckland Run est un jeu solitaire avec un espèce de petit concept de campagne. En fait, c'est des scénarios qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir lire une histoire ou, si on le désire, simplement faire les scénarios un après l'autre. Mais ultimement, c'est un jeu un peu style Mad Max. On est une espèce de buggy, on essaie une course, si on veut, post-apocalyptique. On se promène, on a des méchants autour de nous autres. Il va falloir équiper notre véhicule avec des fusils, des choses comme ça, de manière à pouvoir essayer de détruire les adversaires qui vont venir et qui vont nous canarder, littéralement. Donc, j'ai trouvé que le jeu utilise un concept de dés. Donc, c'est certain que un bon système de dés. Donc, on n'est pas nécessairement... Oui, on est à la merci des dés, mais on a des manières de pouvoir mitiger tout ça. Donc, c'est des dés qui vont marcher pour les activations, autant au niveau des véhicules qui vont être autour de nous, que de nos équipements. Donc, on va pouvoir acheter différents équipements pour pouvoir les placer sur notre véhicule, de pouvoir les activer, des choses comme ça. J'ai trouvé que le jeu est intéressant. J'ai pas encore beaucoup joué. Les premières parties sont très difficiles. Je pense que le jeu demande une espèce de petite mise à niveau là, de pouvoir essayer de bien s'orienter, mais ma première partie, je me suis fait complètement démolir. C'est certain que je pense qu'en rejoignant un peu, ça va aider à pouvoir savoir où s'enligner. Je sais pas s'il va être à la hauteur de Warp's Edge. Warp's Edge est un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça, puis Under Falling Skies, 2 de mes solos favoris. Dans le cas de Wreckland Run, le dossier est encore ouvert. Je vais rejouer, c'est certain. Aussi, je vais vous en reparler éventuellement. Je continue avec
les 2 prochains jeux, c'est des jeux de gros calibre. Alors, depuis les derniers mois maintenant, je suis en train de revisiter mon top 15. Donc, je repasse en revue les différents jeux que j'ai beaucoup aimés lors de mon top, parce qu'en 2021, je crois, j'avais fait un top avec mes jeux favoris de tous les temps, et avec mon ami Guillaume, on s'est mis le devoir de passer à travers cette liste-là pour pouvoir y rejouer de manière à me donner un deuxième avis sur ces jeux-là, parce que on se le cachera pas, j'ai tendance à souvent essayer des nouveautés, plein de nouveaux jeux comme ça. J'ai des classiques que j'aime, que je sais qu'ils vont rester dans ma collection à tout jamais, mais je les sors pas nécessairement souvent. Donc la dernière partie de Underwater Cities que j'avais joué datait de 2019 déjà, et là, lorsque je regarde ça, ça fait 4 ans, c'est incroyable. Dans ma tête, c'était beaucoup plus frais que ça. Alors Underwater Cities est un jeu qui était justement dans mon top, et avec raison, lorsque j'y ai rejoué, j'ai vraiment fait « Wow, c'est tellement bon ». C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une espèce de gestion de cartes qu'on va avoir. Donc, il va y avoir des actions avec des couleurs, et si on utilise une carte qui va matcher la couleur, on va pouvoir faire un bonus, une action bonus. Dans le meilleur des mondes, on utiliserait toujours nos cartes avec ces bonus-là, mais de temps en temps, on va avoir des actions qu'on va vouloir faire avec une couleur et on n'a pas la couleur dans les mains, donc il y a 3 couleurs différentes. Ça fait en sorte qu'il y a une espèce de belle petite tension autour de ces actions-là versus les cartes qu'on va pouvoir faire, de pouvoir maximiser nos actions. On va également construire un plateau, donc des villes des sous-marines, et on va devoir faire des tunnels, donc gestion de ressources, un petit côté de engine building avec du tableau building, parce qu'on va pouvoir construire avec des cartes qui vont donner des bonus. Donc c'est vraiment un jeu exceptionnel. Donc si jamais vous connaissez pas Underwater Cities, je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est vraiment un excellent jeu. Donc j'avais joué beaucoup quand il était sorti, quand je l'avais reçu, mais après ça il était tombé un peu de côté. Je le gardais, mais je me disais à un moment donné je vais rejouer. Ben j'ai bien fait d'y rejouer parce que c'est vraiment exceptionnel. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu que j'avais joué aussi en 2019, donc un autre jeu que ça faisait longtemps. Celui-là, j'avais pas assez joué pour le mettre dans mon top, mais là, c'est certain qu'il va se hisser très très haut dans mon top. D'ailleurs, le jeu s'est hissé aussi très très haut dans le top de BGG, c'est le jeu Brass Birmingham. Alors Brass, j'avais joué seulement une fois et j'avais aimé ma partie. Ma partie avait été un peu longue, mais il fallait que je me remette dedans. Ça faisait longtemps que j'avais joué, je m'étais fait montrer les règles, donc c'est certain que j'avais pas lu le livre de règles. Et là, je l'avais tout le temps dans la bibliothèque. Je regardais, faudrait que je le ressorte. Et à un moment donné, je suis tombé avec un ami et on a décidé de ressortir ça parce que lui, c'est un gros fan de Brass. Et j'ai pu rejouer à Brass Birmingham. Et quel jeu incroyable, un jeu économique, un jeu tendu, un jeu qui est difficile à se faire sa tête autour, mais lorsque on joue, on comprend, c'est une élégance incroyable. Donc on a une espèce de gestion de réseau qu'on va devoir faire avec, on va construire des bâtiments, ces bâtiments-là, on va tenter de les vendre de manière à pouvoir faire des points, mais également monter sur une échelle d'économie. Donc c'est vraiment un jeu économique où on a plein de choses à penser, on n'a probablement pas assez de temps pour le faire et on est toujours limité côté argent. Donc j'ai vraiment trouvé que le jeu est vraiment incroyable. Il y a également une autre version qui s'appelle Brass Lancashire. Moi j'ai la version Birmingham, mais les deux jeux jouent sensiblement de la même façon, là, avec quelques différences, mais c'est vraiment un jeu, et je comprends pourquoi tout le monde tripe autant sur ce jeu-là. C'est vraiment un jeu exceptionnel. Je continue avec des jeux qui sont peut-être un peu moins grandioses, mais que j'ai quand même joué. J'ai joué au jeu Solar Sphere. Solar Sphere est un jeu dans la même univers qu'un autre jeu qu'il y avait eu, je pense, c'est Solar Storm, un petit jeu de draft coopératif, quelque chose comme ça, que je n'ai pas joué, mais le pitch de vente me plaisait. Donc, Solar Sphere est un jeu, cette fois-ci, compétitif, une espèce de placement d'ouvriers, de gestion de dés qu'on va pouvoir faire. Donc, on doit construire, si on veut, là, autour de la sphère solaire, différents éléments, mais on va avoir des ennemis qui vont nous attaquer, des vaisseaux. Donc, on a une espèce de jeu de placement de dés. Quelque chose que j'ai aimé par exemple parce que le placement de dés, les dés, qu'on ait une valeur forte ou faible, va être utile et pas utile en même temps. Donc c'est certain que des valeurs fortes vont nous permettre de jouer plus tôt dans le tour, d'avoir accès à plus d'actions, mais des valeurs faibles vont nous donner beaucoup plus de morale. Et le moral est un élément très très intéressant parce qu'on va pouvoir utiliser ce moral-là de manière à pouvoir faire des kickbacks. Donc des kickbacks, c'est de pouvoir générer des actions supplémentaires. Et là, on va pouvoir se servir de ce moral-là pour faire travailler un peu plus nos ouvriers, thématiquement, de manière à pouvoir exploiter beaucoup plus les ressources, des choses comme ça. Le jeu fait beaucoup de choses intéressantes, mais je suis pas 100% convaincu encore. J'ai joué une seule partie, j'ai aimé, je trouvais que la partie, le jeu nous bombarde d'une petite boîte quand même avec beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses à penser et on est très limité dans le temps. Donc, est-ce qu'on va mettre un peu nos effectifs de manière à pouvoir arrêter les vaisseaux qui nous attaquent? Parce que si on les laisse aller, on va tous perdre du moral, mais si on réussit à les vaincre, on va pouvoir gagner du moral. Et comme je vous expliquais, le moral est quelque chose de très important, c'est une ressource très très nécessaire à dealer avec, mais si on se concentre de ce côté-là, bien, on se concentre pas à construire les choses, donc de manière à faire beaucoup de points
points de victoire à la fin de la partie. Mais là, on va devoir faire un mélange des deux. J'ai l'impression qu'on peut pas s'aligner partout avec ce jeu-là. Je dois rejouer parce que mon impression est un peu neutre, je pense que j'ai le goût de l'aimer, j'aime qu'est-ce qu'il propose, mais je suis pas 100% convaincu, donc c'est pour ça que ça mérite une deuxième partie. Un autre jeu que j'ai joué, que je vais présenter celui-là sur la chaîne très très bientôt, qui s'appelle Damage Control. Alors Damage Control est un jeu de la compagnie WizKids avec un thème que j'adore. C'est Marvel. Et oui, si jamais vous êtes fan de comic book comme moi, vous allez connaître Damage Control, qui est une espèce de compagnie de construction qui sert à réparer les dégâts des super-héros qui, on se le cachera pas, foutent le bordel constamment dans les villes comme ça. Et c'était un arc de bande dessinée que j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, si jamais vous êtes fan de Marvel, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à toute cette chose-là de Damage Control. Mais bon, là, je suis pas là pour vous parler d'histoire de bande dessinée. Qu'est-ce que c'est le jeu? Eh bien, le jeu est un deck builder qui, on se le cachera pas, a rien d'absolument incroyable. C'est rien qui est comme flabbergastant, comme révolutionnaire, mais vu que le thème est très présent, moi j'ai vraiment aimé ça. Donc on va être amené à aller chercher des cartes. Au lieu d'avoir une rivière de cartes traditionnelle, ça va être les débris, donc des rubble. Donc on va avoir une espèce de zone de débris comme ça et on va pouvoir aller recruter, donc aller chercher des cartes, des artefacts comme ça, donc qui est des différents bâtiments qui vont être là. On va pouvoir aller chercher l'aide de super-héros aussi qui vont nous donner des bonus. Je pense que c'est un jeu qui, malgré le fait que ce soit un concept déjà vu, déjà utilisé, je pense que si vous aimez Marvel, vous êtes comme moi, vous allez aimer les beaux petits clins d'œil par rapport au comic book. Mais si jamais vous n'êtes pas fan du tout, je pense que c'est un jeu qui vous pouvez passer à autre chose, je crois. Je continue avec un autre petit jeu qui s'appelle cette fois-ci Mindbug. J'avais très hâte de Mindbug parce que c'est un petit jeu de cartes designé entre autres par Richard Garfield, le designer de Magic. Et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir expliquer le jeu. C'est comme Magic, mais sur le speed. Donc, c'est vraiment Magic en mode très très rapide. C'est un jeu de 10 minutes où toutes les cartes dans le deck sont toutes fortes. On va avoir un petit deck individuel. Donc, chaque joueur va avoir un deck de 10 cartes, je crois, et on va devoir tenter de faire perdre des vies à l'autre. À notre tour, c'est très simple. Soit on joue une carte, ou soit on attaque avec une carte. Et là, les cartes ont des mots-clés. Mais la twist de jeu-là, c'est que non, on construira pas nos decks à l'avance, comme Magic, des choses comme ça. On a vraiment une pile de cartes qu'on va passer. Mais pendant la partie, on a 2 Mindbugs qu'on va devoir utiliser de manière très, très... faire attention. Parce que lorsqu'un joueur joue une carte qu'on juge qui pourrait faire très mal ou être vraiment trop forte, on peut utiliser un Mindbug pour pouvoir lui voler. Et là, le joueur qui s'est fait voler de sa carte va pouvoir rejouer, mais on a une espèce de concept comme ça. Donc, ça devient une espèce de jeu de bluff du fait que si on a des cartes qui sont fortes, on ne voudra pas nécessairement les jouer tout de suite, on va vouloir jouer des decoys, donc des cartes qui vont dire « Hey, regarde, elle est super forte cette carte-là » pour que le joueur utilise un Mindbug pour la prendre, faire comme « Excellent, moi ça me dérange pas ». Donc, c'est vraiment un petit concept très intéressant. Le fait que le jeu se joue en une dizaine de minutes, c'est vraiment super, un jeu que je vais présenter sur la chaîne également. Je vais continuer maintenant avec des jeux qui sont un peu plus légers parce que, on se le cachera pas, j'aime ça aussi jouer avec mes enfants. Et des fois, avec les enfants, on joue à des jeux comme Uno Flip. Ben oui, je vous parle de Uno Flip sur la chaîne, mais c'est drôle parce que j'ai remarqué que malgré le fait que ce soit Uno, je pense que tout le monde connaît Uno, et Uno, c'est pas nécessairement mon jeu de choix, mon premier jeu que je vais sortir lorsque je vais avoir une soirée entre amis, non, loin de là, mais j'ai trouvé qu'avec les enfants, ça passe tout le temps bien, un soir de semaine, une petite partie d'Uno, mon fils adore ça, et mon fils peut jouer les parties une après l'autre, et je me suis rendu compte que c'est pas si mauvais que ça, Uno, à jouer avec les enfants. Je pense que c'est un bon petit jeu à jouer familial. Et ça peut paraître niaiseux parce que, écoute, j'ai 400 jeux dans ma collection et je finis par sortir quand même Uno. Tant mieux parce que les enfants aiment ça, donc ça fait passer des beaux moments. Un autre jeu que j'ai joué avec mon fils cette fois-ci, c'est le jeu SOS Dino. Ah, mon fils est un fan de dinosaures, donc c'est certain qu'il y a un petit jeu coopératif comme ça. Donc c'est un jeu de placement de tuiles. On va devoir tenter de sauver les dinosaures. Je pense que c'est un jeu que je trouve, je jouerais pas entre adultes, c'est un jeu que j'aime jouer avec lui, mais qui peut jouer également en solitaire, parce que c'est un jeu coopératif. C'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu qui bénéficie par exemple d'un très beau matériel, donc des beaux dinosaures, et c'est un jeu qui a un concept qui est simple. Ça fait en sorte qu'il peut jouer par lui-même, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'encadrement, parce qu'il y a des jeux des fois qui ont besoin d'un encadrement, tandis que SOS Dino, je pense que c'est un beau petit jeu, relativement simpliste. Je pense que c'est un jeu qui peut être agréable à jouer en famille, mais ce sera pas un grand succès entre adultes.
Un autre jeu que mon fils a aimé, et c'est drôle parce que c'est le dernier jeu d'ailleurs que je veux parler sur la liste, mon fils a tendance à aimer les jeux qui sont rapides. C'est certain, il n'y a pas une grande capacité de rester concentré longtemps, et j'ai été surpris de voir que pour ce jeu-là, qui est un jeu plus complexe, donc qui nécessite quand même que je sois là, mais il reste concentré, et il reste concentré longtemps, c'est le jeu King of Monster Island. Alors, il aimait déjà le jeu King of Tokyo, donc des gros monstres, des gros dés, c'est toujours le fun, mais King of Monster Island est une version coopérative du jeu. Donc, on a une espèce de gros, encore un plus gros monstre qui va tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Et le concept marche avec un système de dés, il y a un volcan au milieu, et un peu comme le jeu de Loop, on va placer les dés dans le milieu et ils vont glisser donc de différentes zones sur le plateau de jeu. Et ça va faire en sorte que le monstre va se déplacer, il va faire des minions, donc des petits monstres, et on va devoir tenter de gérer ça. Donc, c'est une gestion de crise constante, mais je pense que c'est le thème, ça fait en sorte que mon fils est resté accroché. Donc, des fois, les parties peuvent être courtes, si on perd, mais là, on a joué une partie à un niveau plus avancé, et la partie a été un peu longue, parce que là, on stagnait un peu, on essayait de regarder le contrôle, et à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, ça fait 1 heure qu'on joue, que mon fils soit resté attentif à un jeu pendant 1 heure. Bon, certain, pendant cette heure-là, il se passe beaucoup d'actions avec lui, il se fait des petits scénarios, il s'amuse, il joue avec les figurines, et tout, mais avec les standees, mais ça fait en sorte qu'il reste quand même autour de la table, puis il reste concentré. Ça m'a vraiment surpris. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Et c'est un jeu qui aime beaucoup sortir, malgré le fait que, bon, comme je disais, celui-là, il faut que je m'occupe un peu plus de la maintenance. Donc, quand on déplace le monstre, on fait les différentes choses. Mais j'ai trouvé que c'est un bon jeu, un jeu très agréable, un jeu qui a une bonne difficulté aussi. On a joué des parties avec les premiers monstres, mais là, quand on monte de difficulté, on a également un mode expert, si on veut. Ça devient assez difficile, mais ça fait en sorte qu'on passe toujours des beaux moments comme ça à jouer à ces jeux-là. Donc, ça fait le tour de mes expériences ludiques. Donc, ça fait beaucoup de choses que j'ai à raconter. Gênez-vous pas encore une fois. Là, si jamais vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Mais surtout, j'aime ça quand vous commentez, quand on a de l'interaction. Et c'est ce qui est le fun dans cette belle communauté-là qu'on est en train de construire. C'est justement cette espèce d'interaction-là qu'on peut avoir avec vous, des discussions qu'on peut avoir, des gens comme Miguel qui vont nous donner leur compte-rendu aussi. Je trouve ça toujours le fun et on essaie vraiment de répondre à tout. On lit tout, c'est certain. On essaie justement d'interagir comme ça et c'est toujours le fun de pouvoir découvrir des jeux et si on a la chance de pouvoir vous en faire découvrir aussi, c'est vraiment super. Et là, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire également via la plateforme Patreon. Vous avez remarqué dans la description de la vidéo, il y a un lien pour pouvoir nous supporter. Et là, j'en profite aussi pour remercier notre boutique partenaire, l'Imaginaire, une boutique vraiment géniale. Donc, c'est vraiment toutes les choses geeks, c'est pas juste les jeux de société. Il y a beaucoup de boutiques un peu partout dans la province et c'est vraiment toujours agréable pour moi d'aller faire un tour, d'aller discuter avec les gens là-bas, d'aller voir les nouveautés, d'aller voir les différents départements aussi. C'est vraiment super et on est chanceux d'avoir une belle relation comme ça avec eux. Merci aussi à nos partenaires, les partenaires avec les distributeurs, que ce soit Asmodée Canada, ILO ou aussi le Randolph. C'est vraiment, vraiment génial de pouvoir vous présenter un paquet de jeux comme ça. Ça nous permet de pouvoir vous montrer des jeux, donc des jeux souvent qui vont nous intéresser. Merci aussi à Goblivion Games qui nous supporte. Alors Jean-François Gauthier qui a fait ça, qui travaille sur son 3e jeu, qui est en train de finaliser les choses. Donc il y a eu une campagne Kickstarter. D'ailleurs, il y a peut-être des late pledges qui s'en viennent éventuellement. Donc ça reste à voir. Suivez justement sur la page Kickstarter pour voir le projet. Donc le projet va de bon train. Le processus fait son chemin et j'ai très hâte de voir la version finale du jeu. Et merci aussi à nos Patreons. Donc merci à Dominique Jaudoin, Jonathan Lecarpentier, Marc Boudreau, Marie Jolivet, Miguel Piette. Et merci aussi à Claudia Gomez, à Cyril Souchu, à David Castonguay, François Tétrault, Jérémy Charles Dufour, Marc Thibault, Mathieu Marcarian, Olivier Dubé et Serge Darvaux. Merci beaucoup du support que vous nous offrez comme ça. C'est vraiment apprécié. Donc, je pense que ça fait le tour de ma vidéo. J'ai assez parlé comme ça. Chose sur ce mois-ci, j'ai beaucoup de choses à vous présenter et j'ai très hâte de vous présenter ça. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Spoiler!